Maintenant, la question des préjudices indemnisables. Donc, en matière de préjudice corporel, donc d'atteinte à la personne, on va se référer à ce qu'on appelle la nomenclature d'Intillac, c'est le nom d'un magistrat à la Cour de cassation. Donc, cette nomenclature effectue un classement entre deux catégories de préjudices. On a les préjudices patrimoniaux, donc financiers, et extra-patrimoniaux, non financiers. Et à l'intérieur de ces deux catégories, on va retrouver les préjudices temporaires avant consolidation ou permanents après consolidation. Donc, je vous rappelle que la consolidation, c'est le moment où l'état de la victime n'évolue plus, il se stabilise, il n'évolue plus ni en mieux ni en pire. Donc, dans tous les cas, l'important en matière de préjudice corporel, c'est vraiment de penser à se constituer et à conserver toutes les preuves de tous ces préjudices. Parce qu'il n'est pas rare de voir des expertises qui sont réalisées longtemps après le dommage et des victimes donc, qui n'ont pas tous les justificatifs des préjudices dont elles demandent l'indemnisation. Alors, on va faire un tour des principaux postes de préjudice indemnisables. Donc, d'abord, nous avons les dépenses de santé. Alors, les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, les frais parapharmaceutiques et paramédicaux. Ces dépenses peuvent être actuelles, donc ce sont les dépenses exposées avant consolidation. Donc, par exemple, si vous avez des soins ou des médicaments dont il resterait une partie financière à votre charge parce que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ou pas totalement par votre complémentaire santé, donc ça relève des dépenses de santé actuelles. Donc là, l'important, c'est de conserver les factures et les décomptes justificatifs des remboursements faits par l'assurance maladie. Ces dépenses de santé peuvent également être futures. Donc, il s'agit des dépenses prévisibles selon la pathologie de la victime après la consolidation. Donc, par exemple, on sait que la victime, vu son état, elle va devoir subir plusieurs opérations à l'avenir. Elle va devoir se faire poser une prothèse et changer sa prothèse dans le futur. Donc, dans ce cas, l'indemnisation se fait sur la base des dépenses que l'on va évaluer, que l'on va annualiser et capitaliser. Ensuite, la perte de gains professionnels. Donc, il peut s'agir des gains professionnels actuels. Donc, c'est tout simplement la perte ou la diminution des revenus de la victime jusqu'à sa consolidation ou futurs. Donc, cela concerne les victimes en incapacité professionnelle permanente qui ont, par exemple, perdu leur emploi ou qui vont devoir changer d'emploi en raison de leur état de santé suite à l'accident. Donc ça pose difficulté pour les jeunes victimes qui n'ont pas encore d'emploi au moment de l'accident parce qu'il va falloir faire l'évaluation de leur carrière et des revenus dont elles seront privées. Donc c'est une évaluation assez difficile à faire puisqu'on est vraiment dans de l'hypothétique. L'indemnisation se fait sur la base des revenus nets de la victime avant impôt à la source. Donc pour cela, on se base soit sur les bulletins de salaire pour les salariés, soit sur les avis d'impôt sur les revenus pour les professionnels non salariés. Donc tout ce qui est perçu avant l'accident, déduction faite des prestations qui sont versées à la victime. Donc avant consolidation, elle va recevoir des indemnités journalières et après consolidation, elle peut percevoir une pension d'invalidité ou une rente accident du travail. Donc, il faut noter également pour les plus jeunes qu'il peut y avoir une indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Donc, il s'agit d'indemniser la perte d'années d'études, le retard scolaire ou encore le changement d'orientation. Donc, l'indemnisation se fait de la moitié du SMIC à 12 000 € selon la durée de perte d'années d'études. Les frais divers. Il s'agit de frais exposés avant consolidation, donc les frais de séjour hospitalier, également les frais d'assistance temporaire par un tiers, même pour les actes de la vie quotidienne, donc aider la victime à s'habiller, l'aider aux tâches ménagères. L'indemnisation va se faire sur la base d'un taux horaire moyen de 16 à 25 € de l'heure selon le besoin et le handicap de la victime, même s'il s'agit d'un membre de la famille. Donc la personne qui aide peut être un membre de la famille. Dans ce cas, la victime aura quand même droit à cette indemnisation. Nous trouvons également dans cette catégorie un petit peu fourre-tout des frais divers, les frais de déplacement de la victime pour les consultations et les soins, également les frais du médecin conseil qui aurait pu l'assister dans le cadre de l'expertise amiable ou judiciaire, les frais de garde d'enfants, les frais de ménage, etc. Nous avons également les frais liés à la réduction de l'autonomie. Donc, il peut s'agir des frais de logement adapté,
Donc là, ce sont les dépenses nécessaires pour adapter le logement au handicap de la victime. Donc parce que, par exemple, elle doit aménager son domicile ou elle doit acheter un logement adapté, donc le surcoût va lui être indemnisé, ou encore des frais d'accueil en structure spécialisée. On y trouve également les frais de véhicule adaptés. C'est la même chose, mais cette fois concernant le véhicule. Alors, on peut ajouter dans cette catégorie le surcoût d'un transport adapté si la personne avait l'habitude de prendre les transports en commun et qu'elle ne peut plus le faire. On trouve également l'assistance définitive, cette fois, donc on est après consolidation par une tierce personne, puisqu'avant consolidation, on l'a vu tout à l'heure, elle est intégrée aux frais divers. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, il s'agit, je vous rappelle, des dépenses liées à l'assistance permanente d'un tiers pour aider la victime handicapée dans ses actes de la vie courante, se laver, se coucher, se déplacer, se nourrir, etc. L'indemnisation se fait par une rente annuelle viagère selon les besoins de la victime et non pas selon ses dépenses. En matière de préjudices extra-patrimoniaux, on trouve d'abord le déficit fonctionnel. Donc ce déficit peut être temporaire, donc il s'agit de l'invalidité de la victime dans sa sphère personnelle. Donc ça correspond là encore aux périodes d'hospitalisation, perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. L'indemnisation se fait à hauteur de 25 à 33 euros par jour selon le handicap de la victime, avec une fixation de manière dégressive. On y trouve également le déficit fonctionnel permanent. Donc, c'est la capacité de la victime qui subsiste après la consolidation. C'est l'atteinte à ses fonctions physiologiques sans possibilité d'amélioration par un traitement médical. Donc, elle intègre les douleurs, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions de l'existence. L'indemnisation, là, va se faire selon un prix du point, selon le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Donc, pour tout ça, il y a des barèmes qui existent et auxquels les assureurs et les juges vont se référer, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes barèmes, selon qu'on est dans une indemnisation amiable ou judiciaire. Souvent, l'indemnisation judiciaire est quand même un peu plus généreuse. En matière de préjudices extra-patrimoniaux, nous avons également l'incidence professionnelle. Donc, on n'est plus sur le terrain de la perte de revenus, mais sur les incidences périphériques qui vont toucher à la sphère professionnelle de la victime après sa consolidation. Donc, parce qu'il y a une dévalorisation sur le marché du travail, parce que, par exemple, elle aura trouvé un nouvel emploi, mais qui va être moins bien rémunéré, ou encore elle aura perdu une chance professionnelle, ou son emploi, la pénibilité de son emploi va être augmentée, elle aura perdu des chances de pension de retraite supérieures, également les frais de reclassement professionnel ou encore de formation. Les souffrances endurées temporaires, donc il s'agit des souffrances physiques et psychiques avant consolidation, puisque après elles sont intégrées dans le déficit fonctionnel permanent qu'on a vu tout à l'heure. Donc on parle, là je cite la nomenclature d'un TIAC, on parle de douleurs physiques consécutives à la gravité des blessures, à leur évolution, à leur nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident. La preuve peut être rapportée donc par les consultations de spécialistes, notamment les consultations de psychologues qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a régulièrement des victimes qui disent avoir subi des cauchemars, des gènes endormissements, des moments de terreur lorsqu'elles revivent leur accident et qui ne sont pas allées voir un psychologue. Et dans ce cas-là, l'expert, qu'il soit amiable ou judiciaire, risque de ne pas retenir ce poste de préjudice et de ne pas pouvoir le chiffrer. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir des spécialistes. Également, la preuve peut se faire par les arrêts de travail et les ordonnances médicales. Ce type de préjudice va être évalué par l'expert sur une échelle de 1 à 7, avec une indemnisation donc, par fourchette. Donc, par exemple, pour une échelle de 1, l'indemnisation va être jusqu'à 2 000 euros. Pour une échelle de 7, donc, qui est le maximum, l'indemnisation peut aller jusqu'à 80 000 euros, voire plus, si le préjudice est vraiment extrême. Alors, il faut noter également que la jurisprudence ajoute à ce préjudice de souffrance endurée le préjudice d'angoisse de mort imminente. Il s'agit là de la souffrance extrême éprouvée par la victime entre l'accident et son décès en raison de sa conscience de sa mort imminente. Donc, c'est un préjudice distinct qui s'indemnise en plus.
sachant que là, bien évidemment, la victime étant décédée, ce sont ses héritiers qui vont percevoir l'indemnisation. Le préjudice esthétique, il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime. Donc on y trouve souvent les traumatismes faciaux, les brûlures de la victime. Donc ce préjudice peut être temporaire jusqu'à la consolidation, par exemple parce qu'elle porte un collier cervical, ou permanent après la consolidation, donc ce sont les cicatrices restantes. Là, la meilleure preuve du préjudice esthétique se fait par photographie. Là encore, ou bien par exemple, une intervention chirurgicale de reconstruction. L'indemnisation se fait sur la base d'une échelle de 1 à 7, donc l'expert va chiffrer le préjudice sur cette échelle, et là encore, le montant maximal va jusqu'à 80 000 € en cas de préjudice esthétique chiffré à 7. Le préjudice d'agrément, donc il s'agit là de l'impossibilité pour la victime après sa consolidation de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Donc on pense aux activités sportives, aux activités ludiques, aux activités culturelles. Donc pour ça, pour justifier ce préjudice, il faut bien penser à justifier de sa licence sportive, de l'adhésion à une association ou tout autre document justifiant l'activité qui était pratiquée. Il y a également le préjudice sexuel définitif. Donc, avant consolidation, je vous rappelle qu'il est intégré dans le déficit fonctionnel temporaire. Là, c'est le préjudice restant après consolidation. Donc, il y a 3 types de préjudices après cette consolidation. Le préjudice morphologique, donc qui est l'atteinte aux organes sexuels. Le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, donc c'est-à-dire la perte d'envie, de plaisir, de la capacité physique à réaliser l'acte. Donc, par exemple, la Cour de cassation retient à ce titre la gêne positionnelle. Il y a également, enfin, le 3e préjudice, qui est celui lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. Le préjudice d'établissement. Donc, il s'agit de l'indemnisation de la perte d'espoir et de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent. Donc, par exemple, fonder une famille, élever des enfants, plus généralement, donc tous les projets de vie qui impliquent un renoncement sur le plan familial. L'indemnisation, là, va être très personnalisée puisqu'on comprend que ça dépend vraiment du cadre de vie de la victime. Enfin, il ne faut pas oublier les victimes indirectes et donc tous les préjudices qu'elles peuvent subir, donc ce qu'on appelait les victimes par ricochet. Donc, par exemple, la perte de revenus des proches. En effet, les proches peuvent être amenés à modifier leur activité professionnelle pour assister la victime handicapée. On trouve également les frais de transport, d'hébergement, le préjudice d'accompagnement, donc qui est le bouleversement du mode de vie des proches qui vont devoir assister la victime avec, par exemple, un surcroît d'activité ménagère compte tenu de l'état de la victime. Le préjudice d'affection, donc qui est subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe. Le préjudice exceptionnel, donc il peut y en avoir plusieurs, mais par exemple, il peut s'agir du retentissement sexuel du conjoint ou du partenaire de la victime. Et enfin, les frais d'obsèques en cas de décès de la victime. Donc, pour conclure, on a listé tous les préjudices. J'ajouterai à l'ensemble de ces indemnités les frais d'avocat qu'il ne faut pas oublier de demander puisque vous avez tout à fait droit à le remboursement dès lors qu'il vous assiste dans cette procédure d'indemnisation. Et soyez prudents. Alors, j'ai juste une question sur la dernière slide. Le retentissement sexuel, c'est quoi exactement? C'est alors le préjudice qui est subi par le partenaire ou le conjoint. Donc, vous n'êtes pas victime directe, mais votre partenaire est handicapé et donc ne peut plus, lui, il subit l'un des 3 préjudices sexuels que je vous ai exposés tout à l'heure. Et donc, vous avez un retentissement, puisque vous également, par ricochet, vous subirez ce préjudice. Ok, d'accord, c'est un terme. Mais c'est un préjudice qui est personnel, donc aux proches, qui s'ajoute au préjudice personnel de la victime. D'accord. Moi, j'avais une petite question sur le champ d'application. Oui. Alors, pour revenir sur le début, entre un vélo et justement un piéton, sachant qu'aujourd'hui, en fait, on a
plein de pistes cyclables en fait qui sont dans Paris. Est-ce que du coup ça me semble bizarre en fait que ce point-là en fait il soit exclu de cette c'est quoi? C'était de la loi quoi? C'est la loi de 1985. Ouais, Oui, il est exclu parce qu'elle porte uniquement sur les véhicules terrestres à moteur. Donc, il faut qu'il y ait une ouais, motorisation. Donc, ça ne signifie pas que vous n'aurez pas d'indemnisation, mais ça signifie qu'elle se fera selon le régime de droit commun de la responsabilité. d'accord, Donc, c'est s'il y a des une autre fautes, application. Ouais, c'est une autre application, sachant encore une fois que l'avantage de la loi de 85, il y en a deux principaux, c'est de permettre que si la victime commet une faute, on ne va pas la lui reprocher généralement pour limiter l'indemnisation de son préjudice corporel en tout cas. Et deuxième avantage, c'est la procédure d'offre qui oblige l'assureur à suivre, à respecter des délais et à faire une proposition d'indemnisation dans ces délais. Donc ouais, ça, ce ne sera pas applicable en cas d'accident piéton-vélo. c'est ça. Mais il y aura quand même une indemnisation. D'accord, OK. Mais après, je me dis qu'en fait, on rentre dans le même cas dans les mêmes cas de figure, quasiment, puisque en fait, les délais devraient être respectés de la même façon au niveau des assureurs et tout ce qui s'ensuit quand c'est, Non, voilà, quand c'est un non, vélo, quoi. Non, il y c'est ouais, aura mais c'est terrible. une Ouais, procédure ouais, d'obligation d'offre d'indemnisation. Les ouais. assureurs vont devoir indemniser, mais pas dans ce délai et elles ne sont pas obligées de présenter une offre. Ouais, ouais. Après, je sais pas. Un Il jour, y aura quand même jurisprudence? une indemnisation. Ouais, d'accord. Je coupe. Merci. Alors pour les préjudices corporels, vous pouvez reprendre la liste. Ça s'applique par contre pour tout le monde, cette liste. Au-delà des accidents de la circulation, dans tout domaine. D'accord. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si Maud en a appris davantage sur son accident. Pas vraiment. Vraiment, j'ai entendu pas vraiment. Tout a été indemnisé, tout a été Je suis pas respecté. passée par un avocat. En fait, la personne qui m'a renversée était assurée. La consolidation est intervenue assez tard, parce que c'était plus d'1 an après l'accident. J'avais déjà vu l'expert médical une fois, je l'ai revu depuis que j'étais consolidée. Après, on m'a fait une offre. Mon assureur a demandé, on a fait une contre-offre, donc on attend, la réponse et effectivement, à peu près tous les points qui ont été évoqués dans les préjudices corporels, avaient été évalués par, le médecin, et sont sur, l'offre. Alors c'est vrai que c'est des échelles, hein. Nous, ça ne nous parle pas parce Oui, que moi, il avait mis des pourcentages, oui. après, l'assureur est passé derrière en disant que, tel pourcentage, ça correspondait à peu près à tel montant, que la partie adverse avait fait une offre qui était tout à fait correcte ou pas, suivant les points. Mais pas besoin du coup, pas ressenti le besoin de passer par un avocat et là, je me dis qu'a priori, ça a l'air d'être couvert, par ce que vous avez énoncé, donc ça ne nécessite pas forcément, en sachant que oui, on se retrouve avec un montant à la fin. Donc moi, j'ai un très léger, on va dire, j'ai une très légère perte de mobilité, du genou gauche. Heu, oui, on nous donne quoi, on nous promet une certaine somme d'argent, qui réglera pas le problème. Non, c'est sûr. C'est sûr, ça règle jamais les problèmes, mais enfin, ça peut aider. Et surtout, il faut jamais accepter la première proposition d'indemnisation de l'assurance parce que c'est toujours fait à la baisse. Sachant que, comme vous dites, il y a des taux, en fonction du taux ou de l'échelle, là, quand c'est sur le barème sur 7, il y a des fourchettes d'indemnisation qui s'appliquent. Donc, il ne faut pas hésiter à demander le maximum à chaque fois. Oui. Oui, non, mais là, du coup, mon assureur a fait a regardé, a dit, sur plein de points, ils avaient déjà proposé le maximum, hein, franchement, j'ai rien à dire. Après, sur des points où c'était litigieux, alors ce qui est litigieux, c'est plus, ce qui va persister, parce que, par exemple, j'ai toujours des séances de kiné, donc c'était l'évaluation de, jusqu'à quand mes séances de kiné vont m'être, remboursées, quoi. Ce qui me reste à Oui, charge va m'être remboursé et oui. cetera. C'est ces parties-là, qui sont plus, prospectives, qui posent souci, en fait. Et c'est votre assureur qui vous conseille. Ouais, pour l'instant, oui. C'est pas D'accord. forcément une bonne idée, c'est ça? Alors, il faut savoir, ça peut être une bonne idée, hein, il peut être très compétent, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut savoir qu'en matière d'assurance, il y a des conventions entre les assureurs
qui visent à régler, mais uniquement entre eux. Donc, nous, ça ne nous regarde pas, mais ça a quand même une incidence pour déterminer qui va régler le sinistre. Donc, généralement, les assureurs, ils n'ont pas intérêt à s'enfoncer les uns les autres. Donc, ça peut être bien d'avoir l'avis d'une personne extérieure pour vérifier que l'indemnisation qui vous est proposée est bien conforme et bien à la hauteur de votre préjudice. D'accord. Ok. C'est quand même important, surtout que je vous disais tout à l'heure, les barèmes assureurs et les barèmes, par exemple, judiciaires ne sont pas tout à fait les mêmes. D'accord. Alors, c'est pas parce que le barème judiciaire, même s'il est meilleur sur un certain poste, c'est pas pour ça que je vous dis d'aller au judiciaire. Mais ça permet d'être plus fort dans une négociation. D'accord. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de main se lever. Je pense que le sujet a été clair, alors. Tant mieux. Et ben, du coup, je vais arrêter l'enregistrement, déjà dans un premier temps. Hop. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au Et revoir. merci.